Après avoir signé les papiers du divorce avec mon riche mari, j'ai immédiatement été privée de toutes mes ressources financières par ce dernier et expulsée de l'appartement. Quelques jours plus tard, le jet privé d'un milliardaire a tout changé. Je n'ai pas pleuré lorsque l'avocat a fait glisser les papiers du divorce sur la table en chêne poli. Le bureau surplombait le quartier de la Défense à Paris, tout en verre et en acier, le genre d'endroit où les décisions se prenaient rapidement et où les regrets s'enterraient en silence. Richard Lefebvre était assis en face de moi, détendu, faisant défiler son iPhone comme si cette réunion n'était qu'un simple déjeuner reporté. Sa signature figurait déjà sur la dernière page. Nette, confiante, définitive. Signée simplement ici, a dit l'avocat en s'éclaircissant la gorge. J'ai pris le stylo. Pas de questions, pas de demande, pas de combat. J'ai signé de mon nom tel qu'il avait toujours été, d'une main stable, précise, presque calme. Richard a enfin levé les yeux, surpris. Il s'était préparé à des larmes, à des négociations, à de la colère. Au lieu de cela, il n'a rien vu. Juste une femme qui fermait une porte sans la claquer. C'est tout? A-t-il demandé, un léger sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Tu ne vas rien dire? J'ai repoussé les papiers sur la table. Non, ai-je répondu doucement. L'avocat s'est excusé, sentant le changement d'atmosphère. Le silence a rempli la pièce, épais et inconfortable. Dehors, la ville continuait sa course. Des klaxons de taxi. Une sirène hurlait quelque part, loin en dessous. La vie continuait, mais pas la mienne. Richard s'est adossé à sa chaise. Tu sais, a-t-il dit avec une fausse gentillesse. C'est mieux ainsi. Tu finiras par trouver une solution. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau et j'ai hoché la tête une fois. J'en suis sûre. Je suis sortie sans me retourner. Dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré. Transaction refusée. Puis une autre notification. Accès au compte restreint. Le temps que j'arrive dans le hall, mes cartes de crédit étaient inutilisables. Mon compte joint, disparu. Et mon accès à l'appartement de l'avenue Foch, révoqué. La vie que j'avais menée pendant 12 ans avait disparu en moins de 5 minutes. Dehors, l'air froid de Paris m'a frappé le visage. Je me tenais sur les marches de l'immeuble, avec pour seule possession un unique sac en toile. Autour de moi, les gens se pressaient dans leurs manteaux bien coupés et leurs chaussures cirées, ignorant qu'une femme venait d'être effacée de sa propre vie. J'ai pris une lente inspiration. Je ne le savais pas encore, mais le silence que j'avais choisi ce matin-là mettait déjà en branle quelque chose d'énorme. Quelque chose qui reviendrait frapper Richard Lefebvre plus vite et bien plus violemment qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et tout commencerait par un appel téléphonique qu'il n'avait jamais vu venir. Quand je suis arrivée avenue Foch, la nuit s'était déjà installée sur Paris comme une couverture froide et indifférente. Le portier ne m'a pas souri en me voyant. Il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Le regard dans ses yeux m'a tout dit avant même que j'atteigne l'entrée. Je suis désolé, Madame Moreau, a-t-il dit doucement, se plaçant légèrement sur mon chemin. Monsieur Lefebvre a appelé. Votre accès a été désactivé. Je suis restée là, les portes vitrées me renvoyant mon propre reflet. Calme, pâle, méconnaissable. 12 ans de mariage réduits à une sentence prononcée par un homme qui, autrefois, me saluait chaque matin. J'ai juste besoin de prendre quelques affaires, ai-je dit. Le portier a secoué la tête. La sécurité les descendra demain. Demain? Comme si j'en avais encore un. J'ai tourné les talons sans discuter. J'avais appris très vite que la dignité était parfois la seule chose que personne ne pouvait vous prendre, à moins que vous ne la donniez vous-même. Mon téléphone a de nouveau vibré, un message de Richard. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu t'en sortiras. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Je suis passé devant des boutiques aux lumières chaudes, des restaurants où des couples riaient autour d'un verre de vin, devant un café où j'ai regardé une femme payer d'un simple geste de son téléphone. Une chose que je ne pouvais plus faire. La ville n'avait pas changé, seule ma position en son sein avait changé. Mon sac en toile me cisaillait l'épaule alors que j'entrais dans le jardin du Luxembourg.
Les bancs étaient froids. L'air sentait les feuilles humides et le trafic lointain. Je me suis finalement assise, l'épuisement s'infiltrant dans mes os maintenant que je n'avais plus nulle part où prétendre aller. Pour la première fois de la journée, mes mains se sont mises à trembler. Pas de peur, mais de la prise de conscience que j'avais été effacée intentionnellement. Ce n'était pas un dommage collatéral. C'était une stratégie. Richard n'avait pas seulement voulu un divorce. Il me voulait impuissante, dépendante, assez petite pour que je rampe jusqu'à lui et m'excuse d'exister sans sa permission. J'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre, respirant lentement, comme je l'avais appris des années auparavant lorsque la panique menaçait de m'engloutir. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une décision. Si c'était le fond, alors je le traiterais comme un sol solide, quelque chose sur quoi se tenir, pas dans quoi sombrer. Mon téléphone a vibré une fois de plus, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Madame Moreau? Une voix d'homme calme a dit, c'est Caleb Fournier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais nous devons parler ce soir. J'ai levé les yeux vers la silhouette sombre des immeubles à travers les arbres. Quelque chose dans son ton m'a dit que cet appel n'était pas un accident et que ce qui allait suivre changerait la direction de ma vie de façon permanente. J'ai deviné plus tard que, pour Richard Lefebvre, la fin de notre histoire aurait dû être plus légère. Le salon privé du Ritz baignait dans une douce lumière ambrée, les verres en cristal captant les reflets des lustres. Lydia Dubois était assise en face de lui, élégante et posée, sa main reposant légèrement sur la nappe blanche comme si elle était déjà à sa place. C'était la vie que Richard avait choisie. Luxe discret, conversation contrôlée, pas de désordre émotionnel. À de nouveaux départs, a dit Lydia en levant son verre. Richard a souri et a trinqué avec elle. À la clarté. Il n'a pas mentionné mon nom. Il n'en avait pas besoin. Dans son esprit, j'étais déjà classée dans les affaires résolues. Une femme qui avait choisi le silence plutôt que la résistance. Une femme qui se rendrait bientôt compte à quel point l'indépendance pouvait être fragile. Elle ne s'est pas battue, a demandé Lydia avec précaution, bien que ses yeux pétillent de curiosité. Non, a répondu Richard en coupant dans son steak. Elle a signé. Pas de drame, pas d'avocat, pas de demande. Les lèvres de Lydia se sont courbées, satisfaites. C'est malin de sa part. Richard a gloussé. Naïf, plutôt, a-t-il corrigé. Elle n'a jamais compris comment le monde fonctionne réellement. Autour d'eux, le restaurant bourdonnait de rires contenus et de cliquetis d'argenterie. Dehors, Paris scintillait, confiant, intouchable. Richard s'est senti de nouveau en phase avec la ville, comme un homme qui avait corrigé une erreur avant qu'elle ne devienne un handicap. Son téléphone a vibré, une notification de sa banque. Il a jeté un coup d'œil, s'attendant à une simple alerte de routine. Au lieu de cela, son front s'est plissé. Virement en attente. Suspendu. Richard a froncé les sourcils et a rafraîchi l'écran. Une autre notification a suivi. Celle-ci venait de son bureau. Audit de conformité programmée. Présence immédiate requise. L'agacement l'a traversé. Mauvais timing. Il l'a écarté d'un geste, posant le téléphone face contre la table. Le travail ? A demandé Lydia. Toujours, a-t-il dit, forçant un sourire. Ils ne peuvent pas fonctionner sans moi. Mais quelque chose de subtil avait changé. Le vin avait un goût plus âpre. La pièce semblait plus petite. Et pour la première fois de la soirée, mon visage a surgi dans son esprit. Pas suppliant, pas brisé, mais calme. Trop calme. Elle reviendra, a dit Lydia soudainement, presque nonchalamment. Les femmes comme elles reviennent toujours. Richard s'est adossé à sa chaise, confiant. Si elle le fait, a-t-il dit, ce ne sera pas à ses conditions. Il n'a pas remarqué la façon dont son téléphone a vibré à nouveau, ni le nom qui est apparu brièvement sur l'écran avant qu'il ne s'éteigne. Caleb Fournier. Et il ne réalisait certainement pas que pendant qu'il célébrait la fin d'un chapitre, un autre avait déjà commencé, tranquillement, délibérément, sans sa permission. Je me suis réveillée au son de la ville qui respirait autour de moi, les bus qui expiraient,
les pas qui passaient, le bourdonnement lointain d'un trafic qui ne demandait jamais qui souffrait. J'avais dormi sur le canapé d'une amie dans le Marais, mon sac en toile blotti sous mon bras comme quelque chose qui pourrait être volé si je le lâchais. Je me suis levée silencieusement, attentive à ne réveiller personne, et je suis allée dans la salle de bain. Le miroir m'a montré une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Pas de maquillage, pas de chemisier en soie, juste des yeux fatigués et un visage réduit à la vérité. J'ai quand même redressé les épaules. À 9h du matin, j'étais de retour dans le centre de Paris, CV imprimé, portfolio sauvegardé sur une vieille clé USB que j'avais failli jeter des années auparavant. Je suis entrée dans le premier immeuble de bureau avec une confiance que je ne ressentais pas, et j'ai remis mes documents à une jeune réceptionniste qui a souri poliment et promis un appel. L'appel n'est jamais venu. Le deuxième entretien a été plus court. Le troisième a à peine duré 10 minutes. Nous recherchons quelqu'un de plus. Actuel, m'a dit un responsable du recrutement, les yeux fixés sur le vide dans mon parcours professionnel. Vous êtes sorti du secteur depuis un certain temps. J'ai hoché la tête, les remercié et je suis parti. En milieu d'après-midi, mes pieds me faisaient mal. La batterie de mon téléphone était presque vide. Chaque refus poli s'empilait sur le précédent, silencieux mais écrasant. Dans un petit café, j'ai commandé le café le moins cher du menu et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les gens taper furieusement sur des ordinateurs portables qui reflétaient la vie que j'avais autrefois. J'ai vérifié à nouveau mes emails. Rien. Puis, juste au moment où j'allais me lever pour partir, un nouveau message est apparu. Objet, invitation à discuter d'une opportunité de conseil. J'ai froncé les sourcils, le lisant 2 fois. Le nom de l'entreprise ne me disait rien. Groupe logistique Fournier. Pas de marque flashy, pas de nom reconnaissable. Le message était bref, presque démodé, demandant une réunion ce soir-là, sans mention de salaire, sans promesse. J'ai hésité. Chaque instinct me disait d'être prudente. J'avais déjà été prise au dépourvu une fois. Mais le désespoir a une façon d'adoucir la peur, et quelque chose dans le ton de l'email me semblait intentionnel. J'ai répondu par un seul mot. Disponible. Alors que le crépuscule s'installait sur la ville, je me tenais devant un modeste immeuble de bureau près de la Seine. Rien à voir avec la tour de verre à laquelle j'étais habituée. Les fenêtres brillaient doucement, chaudes contre le ciel qui s'assombrissait. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais absolument pas savoir, c'est que cet entretien n'était pas une coïncidence. C'était une porte qui se rouvrait, et l'homme qui attendait de l'autre côté se souvenait de moi bien mieux que je ne me souvenais de lui. Le bureau était plus calme que je ne l'avais imaginé. Pas de réception brillante, pas de mur avec des logos, juste un éclairage chaleureux, des lignes épurées et la confiance tranquille d'un endroit qui n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. J'ai donné mon nom à la réceptionniste, qui a hoché la tête et m'a fait signe de continuer dans le couloir sans me demander de pièce d'identité. Il vous attend. Rien que ça m'a déstabilisé. J'ai suivi le couloir jusqu'à une salle de conférence surplombant la Seine. Un homme se tenait près de la table, le dos tourné, les manches retroussées, étudiant une tablette. Madame Moreau, a-t-il dit avant que je ne parle, en se retournant calmement. Il était plus grand que dans mon souvenir, si tant est que je m'en souvienne. La quarantaine, peut-être. Ses cheveux sombres étaient légèrement grisonnants. Son costume était bien coupé, mais sans rien de remarquable. Le genre de costume que portent les hommes qui ne mesurent pas leur valeur aux étiquettes. Merci d'être venu si rapidement, a-t-il dit. Je ne sais toujours pas très bien pourquoi je suis là, ai-je répondu, choisissant l'honnêteté plutôt que la comédie. C'est juste, a-t-il dit en m'invitant à m'asseoir. Laissez-moi commencer par vous poser une question. Il y a 6 ans, avez-vous conseillé une entreprise de transport régional à Lyon pour une refonte de leur image en pleine crise? Je me suis figée. Oui, ai-je dit lentement. Bénévolement. L'entreprise était sur le point de s'effondrer. L'homme a hoché la tête. Tous les autres nous disaient de vendre. Vous nous avez dit de restructurer d'abord le discours. Mon cœur a raté un battement. Vous y étiez?
J'y étais, a-t-il dit. Sous un autre nom. Il a tendu la main. Caleb Fournier. Ce nom ne me disait rien. Pourtant, quelque chose dans ses yeux me disait qu'il le devrait. Vous nous avez fait économiser des millions d'euros, a poursuivi Caleb. Vous avez refusé d'être payé. Vous avez dit que l'entreprise en avait plus besoin que vous. J'ai dégluti. Je ne me souviens même pas de votre visage. Je n'ai jamais oublié le vôtre, a-t-il dit simplement. Le silence s'est installé. Pas gênant, mais chargé, intentionnel. Je n'offre pas la charité, a dit Caleb, son ton changeant. J'offre une opportunité. J'ai besoin de quelqu'un qui voit les systèmes, pas les égos. Quelqu'un qui ne panique pas quand le pouvoir change de main. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est moi, a-t-il demandé. Caleb a soutenu mon regard. Parce que lorsque tout vous a été enlevé, a-t-il dit doucement, vous n'avez pas demandé à le récupérer. Vous vous êtes relevé et vous avez continué à marcher. J'ai senti que pour la première fois depuis le divorce, quelque chose en moi ne ressemblait pas à une perte. C'était une reconnaissance. Je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai quitté le bureau de Caleb Fournier avec plus de questions que de réponses. L'air du soir était lourd sur ma peau alors que je marchais vers le métro. La ville semblait différente maintenant, pas plus gentille, pas plus douce, juste. En alerte. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne le quai. Un message de l'assistante de Caleb. Si vous êtes toujours intéressé, une voiture sera en bas dans 20 minutes. J'ai fixé l'écran. Intéressé n'était pas le mot que j'aurais choisi. Prudente, curieuse, acculée. Tous me semblaient plus proches de la vérité. Je n'avais ni travail, ni appartement, ni filet de sécurité. L'opportunité n'arrivait généralement pas emballée dans le confort. Elle arrivait déguisée en risque. J'ai répondu par une seule ligne. J'écoute. La voiture m'a emmené à un terminal privé juste à l'extérieur de la ville. Pas de foule, pas d'annonce, juste des mouvements silencieux et un espace contrôlé. Je suis sorti et je me suis figé en voyant l'avion qui attendait sur le tarmac. Élégant, blanc, incontestablement privé. C'est inutile, ai-je dit, m'arrêtant net. Caleb s'est tourné vers moi, calme comme toujours. La peur aussi, la plupart du temps, a-t-il répondu. Mais nous la gérons quand même. Je pensais que c'était une conversation, ai-je dit. Pas un vol. C'est une conversation, a-t-il dit. Juste pas une qui a sa place à Paris. À l'intérieur du jet, tout semblait feutré. Des sièges en cuir souple, un éclairage tamisé, le genre de luxe qui ne demande pas à être admiré. Je me suis assise raidement, les mains jointes, chaque instinct me disant de rester sur mes gardes. Vous n'êtes pas obligé, a dit Caleb une fois que nous étions en l'air. Nous pouvons faire demi-tour. J'ai regardé par le hublot alors que les lumières de la ville s'éloignaient. Paris s'est rétréci pour devenir quelque chose de lointain. Gérable. Non, ai-je dit finalement. Si je dois tout recommencer, je ne veux pas le faire à moitié. Caleb m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Bien. Parce que ce que je vais vous demander de faire va mettre des gens mal à l'aise. Qui ? Ai-je demandé. Lui, a répondu Caleb doucement. Et tous ceux qui pensaient que vous étiez fini. L'avion a grimpé plus haut, stable et imperturbable. J'ai fermé les yeux une seconde, laissant le bourdonnement des moteurs me rassurer. Je ne savais pas où cet avion atterrirait. Mais pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je ne fuyais pas. J'avançais, selon mes propres termes. Le jet a atterri juste après minuit. J'ai posé le pied sur la piste silencieuse. L'air était plus chaud, plus lourd, porteur d'une sorte de quiétude différente. Pas de caméra, pas de foule, juste une voiture qui attendait et le faible bourdonnement des moteurs qui refroidissait derrière moi. Je m'étais attendu à des questions, des explications, peut-être même des paroles rassurantes. Au lieu de cela, Caleb n'a rien dit. Nous avons roulé en silence jusqu'à un bâtiment moderne surplombant la côte. À l'intérieur, l'espace était minimaliste,
mur de verre, éclairage doux, pas d'art choisi pour attirer l'attention. Caleb a finalement parlé une fois que nous étions assis l'un en face de l'autre à une longue table. Je dois être clair, a-t-il dit. Ce que je vous offre n'est pas sans danger. J'ai croisé les mains. Mon mariage non plus. Une lueur, peut-être de respect, a traversé son visage. Ce projet, a poursuivi Caleb en faisant glisser un mince dossier vers moi, vous mettra directement sur le chemin de gens qui n'aiment pas les surprises. Des gens qui croient que l'influence est plus importante que l'équité. J'ai ouvert lentement le dossier. L'ampleur du travail m'a serré la poitrine, opération internationale, restructuration financière, supervision stratégique. C'était bien au-delà du rôle de consultante que j'avais imaginé. Vous me surestimez, ai-je dit doucement. Non, a répondu Caleb. Je corrige la façon dont les autres vous ont sous-estimé. J'ai levé les yeux. Et si je dis non? Alors je le respecterai, a-t-il dit sans hésitation. Mais je ne ferai pas semblant de n'avoir pas vu votre potentiel juste parce que c'est devenu gênant. Je me suis adossé, absorbant le poids de ses mots. C'était la première fois que le risque devenait réel. Ce n'était pas une faveur. C'était un pari, avec des conséquences. Il y a une condition, a ajouté Caleb. Mes muscles se sont tendus. J'écoute. Vous n'aurez pas ma protection, a-t-il dit calmement. Ni publiquement, ni en privé. Vous vous débrouillerez seul. Si cela fonctionne, ce sera grâce à vous. Si ça échoue, il a fait une pause, ça échouera proprement. Je l'ai regardé, cherchant la manipulation, un contrôle caché. Je n'en ai trouvé aucun. À ce moment-là, j'ai compris que le véritable test n'était pas le poste. C'était de savoir si je me faisais assez confiance pour l'accepter. J'ai fermé le dossier. Quand est-ce qu'on commence? Ai-je demandé. Caleb a souri, lentement et délibérément. Nous avons déjà commencé. Je ne le savais pas encore, mais quelque part à Paris, Richard Lefebvre était sur le point d'apprendre que le silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Les jours qui ont suivi n'ont pas été spectaculaires. Ils ont été denses. Je me réveillais avant le lever du soleil dans la chambre d'amis qui donnait sur l'eau. Il n'y avait pas de grands discours, pas de réconfort pompeux, juste un emploi du temps qui m'attendait sur le bureau et un ordinateur portable déjà connecté avec un accès restreint. Ce n'était pas un sauvetage, c'était du travail. J'ai passé la première matinée à lire des contrats, des itinéraires de transport, des résumés financiers assez complexes pour que tout se mélange. Plus d'une fois, le doute s'est insinué, me murmurant que tout cela était temporaire, que j'occupais un espace auquel je n'appartenais pas vraiment. Dans l'après-midi, j'ai surpris mon reflet dans la paroi de verre, les cheveux attachés en arrière, les manches retroussées, une posture différente, plus droite, plus déterminée. Je me suis souvenu de celle que j'avais été avant de devenir la femme de quelqu'un. Le soir, l'épuisement me frappait durement. Assise seule avec une tasse de café refroidi, je parcourais des notes que j'avais prises des années auparavant, des idées que je n'avais jamais eu le droit de mener à bien. Je ne pensais pas à Richard, pas consciemment. Mais chaque décision que je prenais semblait être une réponse à quelque chose qu'il avait un jour méprisé. Le 3e jour, un email sécurisé est arrivé. Un document intitulé « Exposition au risque, implication de Lefebvre Capital ». Mon souffle s'est ralenti en l'ouvrant. L'entreprise de Richard n'était pas simplement adjacente au projet. Elle y était imbriquée. J'ai fermé le dossier et en ai ouvert un autre. Stratégie. Pas de vengeance, pas d'émotion, juste de la clarté. Plus tard dans la soirée, Caleb est passé au bureau. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a simplement posé un autre dossier sur la table et a attendu. Je n'interviendrai pas, a-t-il dit. Mais vous devriez savoir. Ils vont vous sous-estimer. J'ai hoché la tête. Ils l'ont déjà fait. Caleb m'a observé un long moment. C'est généralement à ce moment-là que l'équilibre bascule. Quand il est parti, je suis restée. Je me suis tenue près de la fenêtre, regardant l'eau sombre, sentant quelque chose d'inhabituel s'installer dans ma poitrine.
Pas de la colère, pas de la peur. De l'élan. Quel que soit le pouvoir que Richard croyait m'avoir enlevé en me faisant signer ses papiers, il devenait clair maintenant que je ne l'avais pas abandonné. Je l'avais emporté avec moi, et j'étais enfin prête à l'utiliser. La réunion était prévue pour lundi matin. Je l'ai appris à 2h17 du matin lorsqu'une alerte de calendrier est apparue sur mon écran sans cérémonie. Pas d'explication, pas d'ordre du jour, juste un titre qui m'a fait marquer une pause, alignement stratégique, expansion côté. J'ai ouvert la liste des participants. Le voilà. Lefebvre Capital Partners. Pendant un instant, la pièce m'a semblé plus petite. Ce n'était pas une confrontation que j'avais fuie, c'était une collision qui m'attendait. Je n'ai pas fermé l'invitation. J'ai plutôt ouvert mes notes. Au lever du soleil, j'avais cartographié la structure de l'accord, les points où Lefebvre Capital avait de l'influence, où il outrepassait ses droits, et où il supposait que le silence signifiait le consentement. Le schéma était familier. Richard avait toujours cru que s'il parlait en dernier, il gagnait. Dans la salle de conférence plus tard dans la journée, les écrans se sont allumés un par un. Des cadres, des conseillers, des avocats. Je me suis assise légèrement en retrait de la table, écoutant. Personne n'a accusé réception de ma présence. Parfait. Lorsque la discussion s'est tournée vers la supervision logistique, je me suis penchée en avant. Il y a une inefficacité dans le calendrier des transferts, ai-je dit calmement. Une qui expose à un risque inutile. Une pause. Un homme à l'écran a froncé les sourcils. Et vous êtes ? Hélène Moreau, ai-je répondu. Juste mon nom. Le silence s'est étiré. Puis une autre voix est intervenue, tranchante, familière. Cette préoccupation a déjà été examinée, a dit Richard. Ce n'est pas un problème. J'ai regardé l'écran, mon expression neutre. Si, ai-je dit d'un ton égal. Et je peux le prouver. J'ai partagé mon écran. Des données ont afflué. Claires, précises, indéniables. L'ambiance dans la salle a changé. Des questions ont suivi. Puis d'autres. La conversation a basculé subtilement mais de manière décisive, s'éloignant de la certitude de Richard pour se rapprocher de ma clarté. À la fin de la réunion, personne n'a parlé pendant un moment. Puis la voix de Caleb s'est fait entendre, stable et définitive. Nous procéderons avec les recommandations d'Hélène. L'appel s'est déconnecté. J'ai fermé mon ordinateur portable, les mains stables. Quelque part à Paris, j'imaginais Richard fixant un écran noir, réalisant trop tard que la femme qu'il pensait avoir effacée venait de réécrire les règles. Et cette fois, je n'avais pas eu besoin d'élever la voix. Je me suis douté que Richard n'avait pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, sa confiance s'était muée en quelque chose de cassant. Il est arrivé tôt à son bureau. La réunion tournait en boucle dans sa tête. Pas les données, pas les objections, mais ma voix. Calme, sans excuse, certaine. Je ne l'avais pas attaqué. C'est ça qui le perturbait. Pas d'amertume, pas d'émotion, juste de la précision. C'était pire qu'une confrontation. C'était un remplacement. Son téléphone a sonné avant 8 heures. Réunion d'urgence des associés. La salle du conseil était déjà pleine quand il est entré. L'ambiance était chirurgicale. Sur l'écran, une présentation familière attendait. Cette fois, avec mon nom dans le coin. Pas en grand, pas en évidence, simplement présent. Un associé principal s'est éclairci la gorge. Nous avons identifié plusieurs points d'exposition dans l'expansion de la côte. Des données ont suivi. Des chiffres que j'avais signalés. Des risques que j'avais nommés. Des décisions que Richard avait rejetées, maintenant recadrées comme de la négligence. Chaque diapositive resserrait l'étau. Cela nous met dans une position compromise, a dit quelqu'un, et soulève des questions sur la supervision. Richard a tenté de se défendre, mais les faits étaient là, documentés. Le silence est tombé lourdement. La réunion s'est terminée sans résolution, mais avec des conséquences implicites, des comités formés,
des audits programmés, une autorité redistribuée. Alors que Richard rassemblait ses affaires, son téléphone s'est allumé avec une seule notification. Accès révisé, en attente d'examen. Pour la première fois, ces mots ne m'étaient pas destinés. Ils étaient pour lui. Et quelque part, loin de cette pièce, je continuais mon travail sans interruption, ignorant que l'homme qui avait autrefois décidé de ma valeur était maintenant mesuré à des normes qu'il ne pouvait plus manipuler. L'accusation n'est pas venue directement. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était intentionnelle. Elle est arrivée sous la forme d'une note de service transférée, dont le langage, soigneusement neutre, était assez tranchant pour faire mal. Conflit d'intérêts potentiel. Relations personnelles antérieures. Besoin de clarification. Le nom de Richard n'était pas mentionné. Ce n'était pas nécessaire. L'implication était claire, ma présence dans le projet n'était pas le fruit de ma compétence, mais d'une coïncidence, ou pire, de favoritisme. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas envoyé de mail ni demandé de réunion. C'était l'erreur qu'ils attendaient que je fasse. Au lieu de cela, j'ai travaillé. J'ai rassemblé des horodatages, des emails archivés, de vieux contrats, des décisions prises des années auparavant, bien avant que le nom de Caleb Fournier ne signifie quoi que ce soit pour moi. J'ai retracé la logique de chaque recommandation que j'avais faite. Les faits, soigneusement empilés, étaient plus éloquents que l'indignation. Le soir, un autre message est arrivé, celui-ci du service juridique. Nous aurons besoin d'une déclaration. J'ai expiré lentement, puis j'ai répondu, vous aurez plutôt une documentation. Caleb est passé juste après le coucher du soleil. Il vous teste, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Ils veulent que je me justifie. Et vous ne le ferez pas. Je l'ai regardé alors. Non. Je vais leur montrer. Caleb m'a observé un long moment. Si ça tourne mal. Ça ne tournera pas mal, ai-je dit calmement. Parce que je ne suis pas venue ici pour être protégée. Je suis venue ici pour être précise. Cette nuit-là, j'ai téléchargé un seul fichier sur le système sécurisé. Pas de commentaires, pas d'émotion, juste des preuves. La réponse est venue plus vite que je ne l'escomptais. La note de service a été retirée. La préoccupation, recadrée comme résolue. Pas d'excuses. Ce n'était pas nécessaire, car le message était passé exactement là où il le devait. J'ai éteint mon ordinateur et je me suis approché de la fenêtre. Quelque part à Paris, Richard croyait resserrer le filet. Il ne comprenait pas encore que chaque mouvement qu'il faisait ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, le silence, lorsqu'il est choisi avec soin, ne fragilise pas une position. Il la fortifie. Le coup suivant de Richard fut trop rapide. De son point de vue, la situation semblait encore gérable. La note avait été retirée, oui, mais dans son esprit, c'était parce que j'étais protégée. Alors il a insisté. L'invitation est partie sous le couvert de l'efficacité, une session de stratégie privée, participation limitée. Je l'ai reçue et j'ai tout de suite compris que ce n'était pas une réconciliation, c'était un piège. Je suis arrivée en avance. La pièce était plus petite que la salle du conseil. Richard est entré en dernier, sa confiance intacte. Hélène, a-t-il dit. Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes. Je ne voulais pas être mal comprise, ai-je répondu calmement. La conversation a commencé de manière prévisible. Richard parlait de généralité, de responsabilité partagée, de la nécessité de présenter un front uni. Nous faisons tous des erreurs, a-t-il dit d'une voix douce. Ce qui compte, c'est la façon dont nous les corrigeons. J'ai écouté, pris des notes. Je l'ai laissé continuer. Puis, au milieu de son explication, j'ai levé les yeux. Juste pour être clair, ai-je dit, êtes-vous en train de dire que j'avais un pouvoir de décision avant ma nomination officielle? Richard a hésité. En pratique, a-t-il dit, vous aviez de l'influence. J'ai hoché la tête. Et suggérez-vous que cette influence a compromis la conformité? Une autre pause. Je dis que les régulateurs pourraient l'interpréter ainsi, a-t-il répondu. C'était tout ce dont j'avais besoin.
J'ai fermé mon carnet et je me suis levé. Merci, ai-je dit. Je transmettrai l'enregistrement. La couleur a quitté son visage. L'enregistrement? J'ai croisé son regard. Cette réunion a été enregistrée et approuvée par le service juridique. Transcription complète, horodatée. Le silence s'est fait. Richard a compris alors, non seulement qu'il avait mal calculé, mais à quel point. Il ne m'avait pas coincé. Il s'était documenté lui-même. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers la porte. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit sans me retourner. Les régulateurs se soucient de la manière dont les erreurs sont corrigées. La porte s'est refermée derrière moi, et pour la première fois, j'ai senti que Richard comprenait qu'il n'était pas attaqué. Il était conservé. Soigneusement, définitivement, et enregistré. Lydia Dubois a senti le changement avant que quiconque ne l'avertisse. Ça a commencé par le silence. Les invitations se sont raréfiées. Les appels sont restés sans réponse. Le monde dans lequel elle était entrée avec tant de confiance a commencé à lui fermer ses portes, une par une. Puis le message est arrivé, non pas de Richard, mais du service de conformité. Nous demandons des éclaircissements concernant votre implication dans plusieurs transactions liées à Lefebvre Capital. Elle a appelé Richard immédiatement. Messagerie vocale. Elle lui a envoyé un texto. Pas de réponse. Le lendemain matin, son badge d'accès ne fonctionnait plus. À l'accueil, la réceptionniste a évité son regard. Vos accréditations ont été suspendues en attendant un examen. Au moment où elle est ressortie, son téléphone a vibré avec une notification qu'elle ne pouvait ignorer. Votre contrat a été résilié. Effet immédiat. Pas de réunion. Pas d'explication. Pas de Richard. Quelque chose en elle s'est brisé. Pas de colère, mais de lucidité. Elle n'avait pas été choisie. Elle avait été positionnée. Utilisée là où la discrétion comptait, jetée lorsque l'exposition devenait gênante. Lydia a ouvert son ordinateur portable et a commencé à organiser des fichiers qu'elle n'avait jamais eu l'intention de revoir. Email, calendrier, journaux d'appel. Pas par vengeance, mais par survie. À travers la ville, Richard croyait toujours contrôler le récit. Il ne réalisait pas encore que la femme qu'il avait sous-estimée 2 fois, une fois comme épouse, une fois comme commodité, n'était plus la seule à détenir des preuves. Le gala a eu lieu au Ritz, comme si de rien n'était. Les lustres en cristal brillaient, le champagne coulait. Richard est arrivé à l'heure précise. Il portait la confiance comme toujours. Les chuchotements qu'il avait suivis pendant des semaines se sont tus en sa présence. De l'autre côté de la salle, je suis entré discrètement. Je portais une simple robe noire. Pourtant, les conversations se sont interrompues à mon passage. Pas à cause du spectacle, mais de la reconnaissance. Je n'avais plus l'air de quelqu'un qui essayait de s'intégrer. J'avais l'air de quelqu'un qui était à sa place. Richard m'a vu alors. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux, si. Le calcul a remplacé l'aisance. Le programme a commencé. Puis un nom est apparu sur l'écran derrière la scène. Reconnaissance spéciale. Contribution au leadership stratégique. Mon nom a suivi. La salle a changé. Caleb Fournier s'est avancé, la voix calme. Cette expansion n'existerait pas sans une clarté sous pression, a-t-il dit. Et cette clarté est venue de quelqu'un qui a refusé de confondre influence et privilège. Les applaudissements ont éclaté. Richard est resté immobile. Mais il l'a senti à ce moment-là. Pas l'embarras, pas la colère, mais le déplacement. La prise de conscience que la salle ne tournait plus autour de lui. Que l'autorité s'était déplacée, tranquillement, sans confrontation, et l'avait laissé debout exactement où il avait toujours été, mais maintenant seul. Alors que les applaudissements s'estompaient, les téléphones ont vibré discrètement dans toute la salle. Mise à jour de conformité, notification du conseil d'administration, demande de réunion marquée comme urgente. Richard a vérifié son écran une fois, puis une autre.
Son nom apparaissait dans des messages dont il n'était pas en copie. De l'autre côté de la salle de bal, j'ai croisé son regard une brève seconde. Il n'y avait pas de triomphe. Pas d'accusation. Seulement une finalité. Le gala a continué. Mais pour Richard Lefebvre, la soirée était déjà terminée. Parce que dans cette salle pleine de témoins, pleine de silence, il a compris ce qu'il avait perdu. Pas son mariage, pas son contrôle. Mais la croyance qu'il était intouchable. L'appel est arrivé le lendemain matin. Richard a reconnu immédiatement le numéro. La ligne privée du conseil d'administration. Au moment où il est arrivé, la salle était pleine. Un dossier était posé devant chaque siège. Le président n'a pas élevé la voix. Suite aux récentes révélations, a-t-il dit, nous avons mené un audit interne. Des diapositives sont apparues à l'écran. Des réunions enregistrées, des chronologies, des décisions retracées jusqu'aux approbations unilatérales de Richard. Il ne s'agit pas d'intention, a dit le service juridique calmement. Il s'agit d'exposition. Ce n'est pas un débat, a interrompu le président. Le silence a suivi. Immédiatement, l'autorité de Richard a été réduite. Les comités ont remplacé l'autonomie. Son accès a été ajusté en attendant un audit externe. Alors qu'il rassemblait ses affaires, son téléphone a vibré. Ajustement de fonction confirmé, en attente d'une évaluation plus approfondie. Il a fixé l'écran. De l'autre côté de la ville, je lisais la même mise à jour sous un angle différent. Non pas avec satisfaction, mais avec un sentiment de finalité. Le système avait fait ce que les systèmes sont censés faire, corriger le déséquilibre sans spectacle. Caleb est passé à mon bureau plus tard dans l'après-midi. C'est fait, a-t-il simplement dit. J'ai hoché la tête. Alors on avance. Il m'a étudié. Vous auriez pu en dire plus au gala, à la réunion. Je n'en avais pas besoin, ai-je répondu. La vérité parle quand elle est prête. Ce soir-là, alors que la ville se calmait, Richard Lefebvre était assis seul dans son bureau, comprenant quelque chose qu'il n'avait jamais cru auparavant. Le pouvoir ne disparaît pas dans les flammes. Il se dissout, tranquillement, officiellement et sans négociation. Richard a attendu plus longtemps qu'il n'aurait dû. La fierté lui disait de laisser la poussière retomber. La peur lui disait autre chose, que s'il ne parlait pas maintenant, l'espace entre nous se transformerait en quelque chose de permanent. Il a choisi la peur. Le message qu'il a envoyé était court, nous devrions parler. Pour tourner la page. Je l'ai lu 1 heure plus tard. Je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction, juste de la distance. Pourtant, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de la Seine. Richard est arrivé en avance. Il s'est levé quand je suis arrivé. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin, a finalement dit Richard. C'est vrai, ai-je répondu. Vous ne vous y attendiez pas? Il a expiré. Je pensais que tu reviendrais. Je pensais que lorsque la réalité te frapperait, tu réaliserais que tu avais besoin de stabilité. J'ai croisé son regard. J'ai bien réalisé quelque chose. Simplement pas ce que vous attendiez. Il a hésité. Je t'ai sous-estimé. Oui, ai-je acquiescé. C'est exact. La simplicité de cette réponse l'a déstabilisé plus que n'importe quelle accusation. Je n'ai jamais eu l'intention de te détruire, a-t-il ajouté rapidement. J'ai incliné légèrement la tête. Vous ne m'avez pas détruite. Vous m'avez révélé. Ça l'a arrêté net. J'ai poursuivi, la voix égale, vous avez pris des choses que vous pensiez que j'avais besoin. L'argent, l'accès, le statut. Ce que vous n'avez pas pris, c'est ma capacité à choisir. Richard a baissé les yeux. Je ne suis pas ici pour vous punir, ai-je dit. Ni pour vous pardonner. Alors pourquoi êtes-vous ici? A-t-il demandé doucement. Je me suis levé, prenant mon manteau. Pour que vous ne confondiez pas mon silence avec du regret. Je l'ai regardé s'éloigner, comprenant trop tard que c'était le moment qu'il avait vraiment perdu. Pas sa position,
pas sa réputation, mais la dernière occasion d'être pertinent dans ma vie. Je suis retourné dans la ville, la conversation déjà derrière moi. Certaines fins n'ont pas besoin d'accord. Elles ont seulement besoin d'être acceptées. Je n'ai prévenu personne de mon départ. Au lever du soleil sur Paris, j'étais déjà en route pour le terminal privé. Caleb se tenait près des escaliers. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais accepté si vite. Il n'a pas demandé ce que je laissais derrière moi. Sûr de vous, a-t-il demandé alors que je m'approchais. J'ai hoché la tête. Je le suis. Alors que nous décollions, Paris s'est révélé une dernière fois. Acier et lumière, l'ambition superposée à la mémoire. Cette ville m'avait pris des choses. Elle m'avait aussi façonné. Mais elle ne me définissait plus. Caleb était assis en face de moi. Vous n'êtes pas obligé de revenir, a-t-il dit doucement. Pas si vous ne le voulez pas. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je le peux. Il m'a étudié. La plupart des gens pensent que la liberté est bruyante. J'ai souri faiblement. C'est plus silencieux que ça. Des heures plus tard, le jet a entamé sa descente vers la côte. La lumière du soleil a inondé la cabine. J'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas de l'excitation, pas du soulagement, mais de la certitude. Lorsque les roues ont touché le sol, j'ai expiré. Ce n'était pas une fuite. C'était un choix. Alors que nous descendions sur le tarmac, j'ai jeté un dernier regard en arrière, non pas vers l'avion, mais vers la direction d'où nous venions. Il n'y avait aucune nostalgie. Aucune pensée inachevée. Caleb s'est arrêté à côté de moi. Il y a autre chose, a-t-il dit. Je ne vous ai pas amené ici seulement pour le travail. J'ai croisé son regard, stable. Je m'en doutais. Il a souri. Bien. Parce que je n'avais pas l'intention de vous presser. J'ai regardé l'horizon ouvert. L'avenir, informe et en attente. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de reconstruire. J'avais l'impression d'être arrivé. Le temps n'a pas tout changé d'un coup. Il a œuvré en silence, comme le font toujours les vrais changements. Les semaines se sont transformées en mois. Je me suis installé dans un rythme qui ne tournait plus autour de la réaction ou de la défense. Mon rôle s'est élargi naturellement. Les équipes ont commencé à se tourner vers moi pour obtenir des directives, non pas parce que j'exigeais l'autorité, mais parce que j'écoutais, puis parlais avec clarté lorsque c'était important. Caleb ne m'a jamais pressé. C'était la partie la plus désarmante. Quand nous travaillions tard, nous travaillions. Quand nous partagions des repas, ce n'était pas de la stratégie. C'était une conversation. Un soir, après une longue journée, je me suis retrouvée assise sur le balcon de mon bureau. Caleb m'a rejointe, me tendant une tasse de café. Vous avez changé les choses ici, a-t-il dit. Vous aussi, ai-je répondu. Il a souri légèrement. Je parlais du travail. Moi non. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était honnête. J'ai pensé à la femme que j'étais lorsque j'ai signé les papiers du divorce. La version de moi-même qui croyait que l'endurance était la même chose que la force. Qui croyait que le silence signifiait la disparition. Je savais mieux maintenant. Le silence, lorsqu'il est choisi, crée de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose avait grandi. Plus tard dans la nuit, alors que nous rentrions, Caleb s'est arrêté. Il n'y a aucune pression, a-t-il dit, et aucune attente. J'ai croisé son regard. Je sais. Je voulais juste que vous compreniez, a-t-il poursuivi. Que quoi que cela devienne, cela ne le deviendra que si vous le voulez. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête. C'est la seule façon pour moi de l'accepter. Nous n'avons rien défini. Ce qui importait n'était pas l'étiquette. C'était la certitude que j'avais construit une vie où le choix n'était plus un luxe. C'était le fondement. Et pour la première fois, l'amour n'était pas quelque chose que j'espérais voir survivre à ma force. C'était quelque chose qui la respectait. La cérémonie fut volontairement modeste. Pas de presse,
Pas de liste d'invités établie pour l'image, juste une poignée de personnes qui avaient gagné leur place dans ma vie par leur constance plutôt que par leur proximité avec le pouvoir. Le lieu se trouvait tranquillement le long de la côte, sobre et ouvert sur l'horizon. Je portais une robe simple, taillée sur mesure mais sans fioritures. Il n'y avait pas de nervosité, seulement un calme constant que je n'avais pas ressenti la première fois que j'avais promis ma vie à quelqu'un. Cette fois, je n'entrais pas dans un rôle. J'honorais un choix. Caleb attendait, les mains détendues. Quand il m'a vu, il a simplement souri. Les vœux furent brefs, honnêtes. Nous avons parlé de respect avant l'amour, de partenariat avant la passion, de nous choisir mutuellement non pas parce que nous étions nécessaires, mais parce que nous étions désirés. Plus tard dans la soirée, alors que les invités s'en allaient, je me tenais au bord de la terrasse. Caleb m'a rejointe. Des regrets, a-t-il demandé légèrement. J'ai secoué la tête. Seulement de ne pas avoir cru que ce genre de paix était possible plus tôt. Caleb a suivi mon regard. Vous deviez d'abord la construire. À Paris, Richard a appris le mariage des jours plus tard. Pas dans les gros titres, mais dans une note d'information professionnelle qu'il a failli ignorer. Mon nom apparaissait à côté d'une nouvelle entreprise. Mon rôle, clairement défini. Aucune mention de lui. Ce qui l'a déstabilisé n'était pas le mariage. C'était l'absence. Je ne m'étais pas élevée pour lui prouver qu'il avait tort. Je m'étais élevée parce que je n'en avais plus besoin. Alors que la soirée s'installait, j'ai pris la main de Caleb, sentant la certitude tranquille d'une vie gagnée plutôt qu'empruntée. Je n'avais pas été sauvée. J'avais été récompensée par mon propre courage, ma propre retenue et la force de m'éloigner assez longtemps pour trouver quelque chose de meilleur qui m'attendait. Le dernier vol est parti juste avant l'aube. J'étais assise près du hublot, regardant les lumières de la piste s'estomper. La cabine était silencieuse. Caleb était assis à quelques rangées de là, me laissant un espace qu'il n'avait plus besoin de prouver qu'il pouvait donner. Alors que le jet s'élevait, la ville s'est retirée sous un voile de brume matinale. Paris semblait plus petite de cette hauteur. Pas insignifiante, juste. Complète. Un chapitre qui ne nécessitait plus d'être revisité. Je n'ai pas pensé à Richard. Cela, plus que toute autre chose, me semblait être la fin la plus vraie. Des semaines plus tard, les retombées sont devenues publiques. Lefebvre Capital a annoncé une restructuration de sa direction. Pas de titre scandaleux, juste un lent et indubitable déclin de sa pertinence. Le nom de Richard apparaissait moins souvent. Le monde n'était pas retourné contre lui. Il avait simplement avancé. Moi, pendant ce temps, j'avançais. Mon travail s'est développé à l'international. Ma réputation a suivi. Non pas comme une survivante, non pas comme l'ex-femme de quelqu'un, mais comme une stratège connue pour son sang-froid sous pression. Un soir, des mois plus tard, je me tenais sur un balcon surplombant l'océan. Caleb m'a rejointe, posant légèrement sa main sur la mienne. Vous savez, a-t-il dit, certaines personnes confondent le silence avec l'absence. J'ai souri faiblement. Elles l'ont toujours fait. J'ai repensé à la femme que j'avais été le jour où j'ai signé ces papiers. Calme, silencieuse, sous-estimée. Je ne savais pas alors en quoi ce silence se transformerait. Je le savais maintenant. Il était devenu un levier, puis une clarté, puis la liberté. Richard Lefebvre ne comprendrait jamais à quel point il avait perdu. Non pas parce qu'il avait été puni, mais parce qu'il ne faisait plus partie de l'histoire qui comptait. Et je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais la paix. J'avais un but. J'avais un amour choisi librement, non exigé. Le jet attendait au loin, prêt pour le prochain départ. Je me suis détournée de la vue et je suis rentrée à l'intérieur, vers une vie qui n'était plus façonnée par ce que j'avais enduré, mais par ce que j'avais construit. Le silence n'avait jamais été ma faiblesse. Il avait été mon avantage final.